Bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo numéro 8. Mais auparavant, rappelons les notions traitées lors de la vidéo numéro 7. Lors de la dernière vidéo numéro 7, nous avons défini ce qu'on appelle les coefficients calorimétriques alpha, bêta et xi, qui permettent en l'occurrence de déterminer l'équation d'état d'un système. Nous avons donné la relation qui les lie, c'est-à-dire qui lie alpha, bêta et xi, et nous avons également introduit la notion de gaz parfait. Rappelons également que la capsule numéro 7 constitue la dernière vidéo du chapitre 1, intitulée « Généralité et définition de la thermodynamique ». Ces capsules sont la capsule 4, 5, 6 et 7. Cette vidéo introduit la notion de chaleur qui est une forme spéciale de l'énergie. D'ailleurs, c'est une forme désordonnée de l'énergie, contrairement au travail mécanique. Nous allons voir en partie que les différents modes de transmission de la chaleur se transmet par convection, par conduction et par radiation, ou bien rayonnement. Et nous allons voir aussi qu'il y a deux types de chaleur à considérer, soit la chaleur sensible ou bien la chaleur latente. À l'échelle microscopique, la chaleur est une énergie cinétique échangée par agitation moléculaire, c'est-à-dire par choc entre les molécules en mouvement. Et rappelons également que la chaleur circule spontanément du système le plus chaud vers le système le plus froid. Si on considère deux corps A et B de température TA et TB différentes, ces deux corps sont en contact par exemple, ces deux corps vont échanger de l'énergie calorifique jusqu'à ce qu'il y ait équilibre thermique, c'est-à-dire jusqu'à ce que la température des deux corps soit égale. On dit que les deux corps ont échangé de l'énergie. Un corps a cédé de l'énergie calorifique, l'autre corps il a reçu ou bien absorbé l'énergie calorifique. Alors la chaleur, on la symbolise par la lettre Q. Q est une forme d'énergie désordonnée qui s'exprime en joules ou en calories. Rappelons que 1 calorie, ce n'est rien d'autre que 4,18 joules. Quels sont les modes de transmission de la chaleur, ou bien comment se transmet la chaleur? Généralement, il y a 3 modes de transmission de la chaleur. Le premier mode, c'est la convection, comme illustré sur la figure à gauche ici. Alors ici, on illustre l'eau qui bouille dans une casserole. Alors comment ça se passe? La convection consiste à chauffer les molécules d'air, ou bien du liquide, ici l'eau en l'occurrence, aux alentours et à les dilater de sorte à ce que l'air ou bien le liquide devienne moins dense et puisse se déplacer en s'élevant, créer ainsi un courant vertical ascendant. C'est ce que l'on peut par exemple remarquer lorsqu'on fait bouillir de l'eau dans une casserole. Ici, donc l'eau chaude étant moins dense que l'eau froide, elle aura tendance à monter vers le haut, et l'eau froide étant plus dense que l'eau chaude, elle va descendre en bas, elle va s'échauffer et ainsi de suite, et on aura des mouvements de convection illustrés par les deux cercles sur la figure de gauche. Ensuite, le deuxième mode, c'est la conduction. C'est un mode de propagation de la chaleur sans déplacement de la matière qui nécessite en général un milieu matériel insolide. L'agitation des atomes va être diffusée de proche en proche à partir de la partie chauffée du matériau. Donc, ça c'est la conduction. Et ensuite, le dernier mode, c'est le rayonnement.
Donc, le rayonnement en particulier par rayonnement infrarouge. Rappelons que tout corps dont la température est différente du zéro absolu peut rayonner dans l'infrarouge et transférer ainsi de la chaleur. Rappelons également que la chaleur rayonnée par le soleil est un autre exemple du rayonnement reçu au niveau de la planète Terre, par exemple. Donc, récapitulons, il y a 3 modes de transmission. La convection, s'il y a contact entre un fluide et un solide. La conduction dans un même solide, ou bien le rayonnement. Voilà. Rappelons le spectre électromagnétique, et en particulier la lumière visible qu'on voit ici. Donc la lumière visible est située dans le domaine de longueur d'onde entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. L'infrarouge, eh bien, rappelons également que le rouge possède, ou bien la lumière rouge possède la plus grande longueur d'onde de toutes les lumières visibles. Juste à côté du rouge, il y a ce qu'on appelle le domaine infrarouge. L'infrarouge, il est situé généralement entre une longueur d'onde de 1 micromètre jusqu'à 1 millimètre. La chaleur par rayonnement s'appelle lumière infrarouge parce que sa longueur d'onde est légèrement supérieure à celle de la lumière rouge. La chaleur par rayonnement est donc une lumière invisible. Il faut savoir que les yeux de certains animaux nocturnes, typiquement les moustiques, les chats, les serpents, se seraient développés pour voir cette lumière infrarouge. Les militaires, par exemple, se servent, eux, des lunettes ou bien des caméras thermiques infrarouges pour détecter l'ennemi. C'est ce qu'on appelle les caméras de vision nocturne. Il est utile de rappeler cette subtile différence entre la chaleur et la température. La chaleur étant une énergie, donc elle se transmet, et la température, c'est un paramètre qui caractérise un lieu donné ou un objet donné, donc il ne se transmet pas. C'est un paramètre physique qui caractérise un objet, par exemple, mais il ne se transmet pas. Ce qui se transmet d'un objet à un autre, c'est la chaleur, c'est l'énergie calorifique. Il faut savoir qu'un échange de chaleur peut s'effectuer avec une température constante. C'est le cas des changements d'état. Donc tous les changements d'état ou bien les changements de phase s'effectuent à température constante. Donc en général on écrit dQ différent de 0, mais dt égale à 0. dt égale à 0, ça veut dire que t égale à constante. C'est le cas par exemple de la fusion d'un morceau de glace à 0 degré et à pression atmosphérique. Donc tous les changements d'état d'un corps s'effectuent à température constante. Il peut maintenant y avoir variation de température sans qu'il y ait échange de chaleur. C'est l'inverse du premier cas, c'est-à-dire on a dQ égale à 0, mais dt est différent de 0. C'est le cas des transformations adiabatiques. Donc, disons que la chaleur et la température sont deux notions différentes. En général, il y a deux types de chaleur. Lorsqu'on ajoute ou bien lorsqu'on apporte de la chaleur à un corps, deux choses peuvent se produire. Soit on va élever ou bien augmenter la température du corps, c'est ce qu'on appelle la chaleur sensible, soit cette chaleur apportée va changer l'état du corps à température constante. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente. Ceci est évidemment illustré dans le diagramme suivant. Alors dans ce diagramme, on a dans l'axe des abscisses la chaleur fournie et l'axe des ordonnées la température du corps. Lorsque vous avez de la chaleur sensible, eh bien, tout simplement, c'est les courbes en vert. C'est-à-dire, la température augmente au fur et à mesure que l'on apporte de la chaleur sensible. Lorsque maintenant, on apporte de la chaleur
latente, eh bien, la température, elle devient constante. C'est ce qui se passe en particulier dans les changements de phase. Cherchons à quantifier cette chaleur sensible, c'est-à-dire cherchons à la calculer tout simplement. La chaleur sensible dQ, elle est donnée par l'expression suivante, c'est M fois Cp fois dt, où M représente la masse du corps qui a reçu la chaleur par exemple, Cp c'est la chaleur massique du corps en question, et dt c'est sa variation de température. Pour pouvoir calculer la chaleur mise en jeu Q, il suffit d'intégrer cette chaleur dQ entre l'état initial et l'état final. Ou bien remarquons que Cp, qui n'est autre que la chaleur massique, c'est la chaleur nécessaire à élever la température d'un gramme de ce corps de 1 degré. Remarquons également que si la masse M et la chaleur massique Cp sont indépendantes de T, alors on peut évidemment écrire que Q égale à M fois Cp fois delta T, où delta T représente la variation de température du corps entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire delta T égale à T final moins T initial. Rappelons aussi que le stockage par chaleur sensible est largement utilisé pour les usages domestiques, en raison de son faible coût. Cherchons maintenant à exprimer la chaleur latente pour un corps de masse M. Rappelons tout d'abord que la chaleur latente massique, notée L de changement d'état, c'est la chaleur qu'il faut fournir à 1 kg d'un corps pur pour le faire passer d'un état vers un autre état. Par exemple, pour le faire passer d'un état liquide vers l'état vapeur, ou bien d'un état vapeur vers l'état solide, etc. Alors, pour une certaine masse M d'un corps donné, on aura donc la relation suivante. C'est une définition, à savoir la chaleur latente Q mise en jeu lors du changement d'état, c'est la masse du corps fois L, c'est-à-dire fois la chaleur latente de changement de phase de ce corps. Remarquons d'ailleurs que la chaleur latente est une grandeur algébrique, que L peut être positif ou négatif, selon que la réaction ou bien le changement d'état en question fournit ou consomme de la chaleur. Par exemple, la chaleur latente de fusion, c'est-à-dire de passage de solide vers le liquide et de vaporisation du liquide vers la vapeur, sont positifs. Par contre, les chaleurs latentes de liquéfaction, par exemple, passage de la vapeur vers le liquide, elle dégage de la chaleur, alors on va dire qu'elle est négative. Afin de mieux illustrer ces deux notions importantes de chaleur sensible et chaleur latente, donnons deux exemples. Le premier exemple est le suivant. Alors, la chaleur massique de l'acier solide est constante. Et on va considérer dans un premier temps qu'elle est indépendante de la température. Elle a pour valeur C égale 475 joules par kilogramme Kelvin. La question est la suivante. Combien faut-il de chaleur Q pour faire passer un bloc d'acier, bien sûr, de masse 50 kg depuis une température initiale TA égale à 5 degrés Celsius jusqu'à une température TB finale de 18 degrés Celsius. Schématiquement, on a la chose suivante. Considère un bloc d'acier de masse 50 kg qui se trouve à la température TA égale à 5 Celsius et on se propose bien sûr de chauffer ce bloc et on va aboutir au même bloc d'acier mais qui se trouve à une autre température TB de 18 degrés Celsius. La question est, quelle est la chaleur qu'il faudra fournir? La réponse à cet exercice est relativement simple dans la mesure où la chaleur apportée ici au bloc d'acier
a pour effet d'augmenter sa température seulement. Bien sûr, de 5 degrés Celsius vers 18 degrés Celsius, il n'y a pas de changement de phase ou bien de changement d'état de l'acier. On utilisera donc la formule de la chaleur sensible. Et par application de la formule précédente, on aura Q égale mc delta T, où delta T est la variation de température du bloc d'acier. Et M, bien sûr, la masse du bloc, et C, sa chaleur massique. On passe à l'application numérique. On connaît les températures initiales et finales, on connaît la masse, on connaît la chaleur massique de l'acier, et on n'a qu'à remplacer et on obtient la valeur de 3 10 puissance 5 joules. Le deuxième exemple concerne l'eau. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est la question, ou bien quelle est la quantité de chaleur Q échangée lors de la transformation de 1 kg de glace à moins 20 degrés C, par exemple, en vapeur? Schématiquement, on prend 1 kg de glace à la température de moins 20 degrés C, qu'on désire bien sûr chauffer jusqu'à obtenir de la vapeur. Alors, jusqu'à obtenir typiquement 1 kg de vapeur à 120 degrés par exemple, et on donne la chaleur latente de vaporisation et la chaleur latente de fusion. Pour répondre à cet exercice, donnons la courbe suivante qui représente la température de l'eau, ou bien du système étudié ici, l'eau, la glace, en fonction de la chaleur ajoutée. Alors rappelons que pour vaporiser 1 kg de glace initialement à moins 20 degrés, on commence tout d'abord par chauffer la glace jusqu'à la température 0 degré, qui est le premier point fixe de l'eau. C'est ce qu'on appelle la chaleur sensible. Donc la chaleur apportée à ce stade, elle va contribuer à augmenter la température. Pour transformer la glace en eau, fusion, il faut une quantité de chaleur latente. Donc une fois que l'eau a atteint, ou bien la glace a atteint 0 degré, toute la chaleur qu'on va apporter maintenant, elle va contribuer à changer la phase, c'est-à-dire de la glace solide vers l'eau liquide, mais à 0 degré. Ensuite, on chauffe jusqu'au point d'ébullition, 100 degrés, c'est-à-dire le deuxième point fixe de l'eau, et la chaleur ainsi apportée, c'est ce qu'on appelle la chaleur sensible. Elle va contribuer à augmenter la température. Une fois on atteint les 100 degrés, toute la chaleur apportée va contribuer au changement de phase liquide-vapeur jusqu'à disparition totale de la phase liquide. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la chaleur peut contribuer à augmenter la température. Voilà, donc on peut remarquer qu'il y a cette courbe en escalier, toujours la chaleur sensible suivie de la chaleur latente, ensuite sensible, latente, etc. Donc, si on veut calculer l'expression, on a la chose suivante. La chaleur mise en jeu totale, ce n'est rien d'autre que la chaleur Q1, c'est-à-dire la chaleur sensible, passage de moins 20 à 0. Ensuite, la chaleur de vaporisation, de fusion, latente. Ensuite, la chaleur sensible, passage de 0 jusqu'à 100, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on a une chaleur sensible suivie d'une chaleur latente, sensible, latente, et ainsi de suite. Nous allons donner à présent l'expression générale de la chaleur, valable d'ailleurs quel que soit le système étudié, que ce soit un solide, un liquide ou un gaz. Ce sont bien sûr des définitions. Alors, en utilisant deux parmi les trois variables P, V, T, pression, volume ou température, la chaleur dQ peut s'exprimer
Par la première relation, si on considère les variables t et v, je lis dq égale cv dt plus L dv. Ou bien, en considérant les variables T et P, température, pression, dQ égale Cp dt plus H dP. Ou bien la troisième expression, considérant cette fois-ci les variables P et V, dQ égale lambda dP plus mu dV. Donc, ce sont trois équations qu'il faudra bien retenir. Ces équations expriment la chaleur en général en fonction des variables P, V, T. Bien sûr, si l'on connaît les variables T, V, on aura tendance à utiliser l'expression 1. Si on connaît P, T, on utilisera automatiquement l'expression 2 et ainsi de suite. Les coefficients CV, CP, L, H, lambda et mu sont appelés les coefficients calorimétriques, à ne pas confondre avec les coefficients thermoélastiques. Alors les coefficients calorimétriques sont au nombre de 6 et calorimétriques parce que justement ils sont liés à la chaleur, calorimétrique. CV est appelé en l'occurrence la capacité thermique à volume constant. Elle est exprimée en joules par Kelvin. Cp par contre, c'est la capacité thermique, toujours en joules par Kelvin à pression constante. L, c'est le coefficient de chaleur de détente à température constante en pascal. Et H, le coefficient de chaleur de compression à température constante. Par contre, lambda et mu n'ont pas de nom particulier. Que deviennent ces trois expressions que l'on vient de définir, les expressions de la chaleur en fonction des variables T, V, P, dans certains cas particuliers? La réponse est simple. Dans le cas, par exemple, d'une transformation isochore. Alors, rappelons tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'une transformation isochore. Transformation isochore, ça veut dire qu'il se passe un volume constant. Ça veut dire que la dV, la variable dV égale à 0. Et donc, on utilisera donc la relation 1 qui va se simplifier énormément et on aura CV égale à dQ sur dt à volume constant. Vous voyez bien l'indice lorsque vous dérivez la chaleur par rapport à la température. Donc à volume constant, cela nous permet de calculer CV. Deuxième transformation particulière, dans le cas d'une transformation isobare. Rappelons ce que c'est qu'isobare. Isobare, ça veut dire à pression constante. Qui dit pression constante dit dP égale à 0. Donc, ici, bien entendu, on va utiliser l'expression numéro 2 de la chaleur qui fait intervenir justement dP. Et cela nous donne automatiquement Cp cette fois-ci qui est égal à dQ sur dt à pression constante. Donc, récapitulons, dans les cas particuliers des transformations isochore et isobare, l'expression de la chaleur devient beaucoup plus simple et elle permet en particulier de calculer les capacités thermiques à volume constant et les capacités thermiques à pression constante. Il faut signaler que toutes ces relations sont valables aussi bien pour les liquides, les gaz et les solides. Une petite attention particulière pour les solides et rien que pour les solides, on peut considérer que Cp égale à Cv égale à C. On peut même enlever l'indice. Donc la capacité thermique à volume constant, ce n'est rien d'autre que la capacité thermique à pression constante, c'est tout simplement la constante C. Et ceci n'est valable d'ailleurs que pour les solides. Et la relation de la chaleur donne dQ égale à C dt. Ici, C bien sûr, c'est la capacité thermique, ce n'est pas la chaleur massique. Il est bien sûr très important et indispensable de bien distinguer entre petit cp, petit cv en minuscules, qui sont d'ailleurs les chaleurs massiques ou bien chaleurs
spécifique exprimé en joules par kilogramme par Kelvin, et grand CV et grand CP, qui ne sont rien d'autre, en majuscule bien sûr, qui sont les capacités thermiques. Alors, grand CP, ce n'est rien d'autre que M, la masse du corps en question, fois petit cp. Et grand CV, c'est petit m fois petit cv. Alors, si on multiplie la masse par la chaleur massique, on obtient la capacité thermique. Et dans ce cas, dans l'unité de grand CP, par exemple, on fait disparaître les kilogrammes et on obtient les joules par Kelvin. Ce sont donc les capacités thermiques. Alors, une fois on a obtenu la capacité thermique en joules par Kelvin, on peut s'amuser à la diviser par le nombre de moles et on obtient la capacité thermique molaire. C'est ce qu'on appelle CP,M. Grand CPM, c'est la capacité thermique divisée par le nombre de moles, bien sûr, soit à pression constante, soit à volume constante, et on exprime la capacité thermique molaire par joule, par mole, par Kelvin. N, bien sûr, étant la quantité de matière du corps en nombre de moles. La vidéo numéro 8 est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo numéro 9 pour compléter et terminer le chapitre 2 qui concerne la chaleur et la notion de travail. Merci.